Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui du cycle de Kolb, appelé aussi la théorie de l'apprentissage expérientiel. Cette théorie va nous servir à organiser nos activités d'apprentissage dans la séance ou encore dans la séquence, afin que l'apprentissage soit le plus efficace et le plus durable possible. On sait aujourd'hui que si nos formations reposent uniquement sur des apports théoriques abstraits, sans faire appel ou sans faire le lien aux expériences concrètes des apprenants, seuls 15% des acquis seront transférés sur le terrain à l'issue de la formation. Le cycle de Kolb s'appuie sur la théorie développée par John Dewey dans les années 70, dite théorie du learning by doing. À partir de celle-ci, David Kolb a élaboré le cycle d'apprentissage en plusieurs étapes. Je vais illustrer chacune de ces étapes par un exemple concret que j'ai vécu dernièrement. Donc je pars très tôt le matin de Nouméa pour me rendre en brousse pour animer une réunion à peu près à 3 heures de route de Nouméa. Et avant d'arriver à Pouya, sur la dernière ligne droite, je passais les vitesses et au moment de relever le pied, je me rends compte que ma pédale d'embrayage reste collée au plancher. Alors, ma réaction tout de suite, j'y croyais pas, ça a été de réessayer plusieurs fois, de regarder sous mon pied. Et effectivement, ma pédale d'embrayage ne remontait pas. Je roulais quand même assez vite, donc tout de suite, j'ai été me garer sur le bas-côté. J'ai freiné et j'ai arrêté ma voiture. Je l'ai laissée sur le bas-côté et j'ai fait du stop pour arriver à ma réunion. Ma voiture a été remorquée jusqu'à Nouméa. Et donc, après coup, alors d'abord, ce à quoi j'ai pensé au moment où c'est arrivé, je me suis dit, décidément, j'aurais dû écouter mes collègues qui m'avaient dit, surtout, achète pas ce véhicule-là, cette marque-là. C'est une marque française, il vaut mieux que tu investisses dans quelque chose de plus solide. Donc, tout de suite, ce que je me suis dit, c'est j'aurais dû les écouter. Ma voiture n'avait que 2 ans et demi. C'est vraiment pas un matériel fiable. Et en fait, au moment où j'ai appelé le garagiste, celui-ci m'a dit, mais dis donc, comment vous êtes arrivé au bout de 2 ans et demi à faire que, en fait, votre embrayage, c'est de la dentelle, il y a des trous partout, on voit à travers. Est-ce que vous n'avez pas tendance à laisser votre pied un peu beaucoup appuyé sur la pédale? Alors c'est vrai que ces dernières semaines, j'avais fait un tour des centres miniers, j'étais passée par des routes tortueuses et que dans les tournants, j'ai tendance à laisser le pied appuyé très fréquemment sur la pédale d'embrayage. Donc en fait, petit à petit, au fur et à mesure des questions qu'il me posait, je me rendais compte, et là en fait j'étais à l'étape 2 de réflexion sur l'expérience après avoir vécu mon expérience, que le problème c'était pas un problème lié aux éléments extérieurs, mais que c'était peut-être moi qui avais le problème, que j'avais un problème de compétence, à savoir que je savais pas vraiment bien utiliser ma pédale d'embrayage et que j'avais tendance à laisser le pied appuyé un peu trop dessus. Donc, du coup, j'en ai profité, et là, on arrive à l'étape 3, au moment où le garagiste a ramené le véhicule à la maison, j'étais avec lui, je lui ai demandé comment faire différemment pour éviter, effectivement, d'en arriver à cette situation-là. Donc là, il m'a à nouveau questionné sur quand vous êtes à feu rouge, qu'est-ce que vous faites? Je dis effectivement, je reste en première, je garde le pied appuyé sur l'embrayage. Et là, il me dit, si vous voulez avoir une bonne pratique, mais il vaut mieux rester au point mort. Et pareil, quand vous tournez, évitez d'utiliser trop souvent et d'appuyer trop longuement sur votre pédale d'embrayage. Voilà. Est-ce que c'était suffisant pour que je change mes comportements? Je me suis rendu compte, suite à ça, que si effectivement je faisais pas l'effort systématiquement d'y penser, et même mes anciens comportements revenaient au grand galop. Donc l'étape 4, elle est primordiale,
qui est l'étape d'application et de mise en pratique, parce qu'elle doit être consciente, c'est faire l'effort de mettre en pratique les nouveaux comportements appris en situation. Sinon, en fait, les anciennes pratiques reviennent au grand galop. Voilà, donc à travers cet exemple, j'ai essayé d'illustrer les 4 étapes par lesquelles on passe pour apprendre. Donc nous, notre travail de formateur, c'est de faire passer notre apprenant par ces 4 étapes-là, que nous avons en fait reformulé en 3 activités pédagogiques différentes par lesquelles on va faire passer notre apprenant pour qu'il apprenne et donc pour qu'il change de comportement. Donc une première étape, vous l'avez bien compris, qu'on appelle une étape où on va faire vivre une expérience directe à notre apprenant, où on va le faire réfléchir sur une expérience vécue. Donc ça peut être aussi bien par rapport à une chaîne de questions qu'on va lui poser, une étude de cas concret, une simulation, de façon à partir du concret, de le faire réfléchir à l'étape 2, soit seul, soit ou en groupe à travers des questions sur l'expérience vécue, de façon à ce qu'ils prennent conscience des comportements mis en œuvre, des bonnes pratiques, des connaissances qui sont effectivement efficaces, mais aussi des mauvaises pratiques, et qui se questionnent sur ce qu'il aurait pu faire pour que ça marche mieux. Et petit à petit, donc, arriver à une étape de généralisation, donc de théorisation, en allant chercher aussi des théories qui peuvent nous permettre d'avoir une grille de lecture des choses et de reconsidérer nos comportements dans la situation concrète. Alors, passer de l'expérience à la théorie ne suffit pas. C'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut faire qu'on est capable de le mettre en application. La 3e étape de mise en application, qu'on appelle l'étape de pratique. Donc, on va avoir une première activité de découverte, ensuite une activité consacrée à la théorie et une 3e activité consacrée à la pratique. Ça peut être des exercices, une simulation, un jeu de rôle, une nouvelle étude de cas, ou tout simplement un suivi sur le terrain, où on va s'entraîner à mettre en application les nouveaux comportements. Et cette étape, elle n'est pas anodine parce que beaucoup de pédagogues disent que c'est au moins 50% du temps d'apprentissage pour éviter que les anciens comportements reviennent en force, surtout quand ça fait des années qu'on a exercé d'une certaine façon. Voilà donc pour le cycle de Kolb, et on en reparlera lors de notre classe virtuelle.